Donc, dans cette présentation-ci, ou peut-être même je vais faire quelques présentations sur le thème qui suit, je vais me permettre une bifurcation-exploration. Hein? Vous me connaissez, c'est une habitude que j'ai, mais là, il s'agit en fait de quelque chose d'un petit peu plus gros. Hein? Je vous ai présenté un modèle où il y a une assemblée constitutionnelle, il y a une assemblée citoyenne avec une assemblée élue, et il y aurait une cour constitutionnelle qu'on pourrait appeler une cour citoyenne, qui consisterait qui formerait donc les trois institutions clés d'un modèle citoyen au niveau central national. Ensuite, on a discuté d'autres modèles faisant usage du tirage au sort, entre autres le modèle américain, où il y a une présidentielle, et le modèle de Davies au Pays de Galles, où M. Davies ferait complètement fi des élections. Finalement, après avoir discuté de ces modèles-là, on a exploré certains aménagements qu'on pourrait apporter à leur modèle eux-mêmes. En ce sens qu'on pourrait avoir deux chambres dans un parlement qui soit tiré au sort avec un président qui est élu aux États-Unis ou une présidente, et on pourrait avoir une présidence sous un modèle comme celui de Davies avec une seule chambre. Et donc, au lieu d'avoir une assemblée de citoyens qui sélectionne, qui choisit l'exécutif, on aurait le peuple qui directement, par une élection directe, choisit un président ou une présidence et qui constitue par l'effet du tirage au sort une assemblée unique de législateurs citoyens. Donc, on a fait le tour, autrement dit, je vous ai présenté un modèle, puis ensuite, je vous ai dit, il y a d'autres modèles dont on peut s'inspirer, puis on a parlé d'autres choses aussi au cours de ces discussions-là, puis, je vous ai un peu expliqué qu'on peut jouer avec ça. Dans le cas qui nous occupe ici, je peux me permettre de dire que j'ai une certaine hésitation, en ce sens que ce dont on va traiter ici, ce serait une alternative sur le modèle lui-même que moi je vous ai proposé. C'est-à-dire que sur le législatif de ce modèle-là, mais une modification quand même majeure aux institutions politiques québécoises. En ce sens que ce modèle-là colle davantage à notre réalité présente. On maintient l'Assemblée nationale élue, on ajoute une Assemblée citoyenne et on ajoute une Assemblée constitutionnelle et une Cour constitutionnelle, bien sûr, mais au niveau législatif, on est dans un monde qui ressemble un peu plus au nôtre et le gouvernement émane de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas présentement. Dans le modèle que je vais vous présenter ici, il y a beaucoup de variables qui sont différentes de celui-là. Il y en a, disons, deux grosses, mais le modèle est complètement différent d'une certaine manière. On n'est plus dans le même monde. C'est pour cette raison-là que je pense que je vais vous dire que c'est un modèle que je vous présente de manière exploratoire, mais pour lequel j'ai moi-même une certaine fascination et j'oserais dire qu'il mériterait d'être peut-être même considéré aujourd'hui. Je pense qu'il va trop loin pour un élément, puis que ça fait que ça serait difficile pour beaucoup de citoyens de considérer ce modèle-là, mais néanmoins, il répond à un problème urgent dans notre société et aussi l'avantage d'une certaine élégance. C'est drôle à dire, là, mais il y a comme le modèle se présente bien, se présente simplement d'une certaine manière, tout en étant profond. Bon, avant d'y arriver, il y a hélas nécessité d'introduire cette question-là qui est que dans nos sociétés, là on part un petit peu sur une autre tangente. On va aborder un thème qu'on a discuté auparavant, mais je sors un petit peu de ce qui s'est dit dans la partie 7 auparavant, un tout petit peu d'une certaine manière. On va y revenir, puis j'ai déjà fait un lien avec, là, mais on va y revenir. Mais essentiellement, dans nos sociétés, on a bien sûr un problème imminent qui est celui de l'environnement. Et cette problématique-là a fait en sorte qu'au niveau des institutions publiques, certains États
j'ose dire, plus progressistes que les nôtres, plus avancés que les autres, certains États d'Amérique latine qui, oui, sont moins fortunés, mais au niveau de la pensée, nous ont dépassés un peu, hein, ont commencé à mettre en place des types d'institutions ou d'administration publique ou d'éléments à l'intérieur de leur système constitutionnel, mais à l'intérieur de leur gouvernement aussi, hein, qui brise la glace d'une certaine manière. Ce à quoi je fais référence en particulier, c'est que dans ces pays-là, on a pensé, hein, ou on a mis en place des gens qui, un peu comme l'Ombudsman, mais pour l'environnement. Hein. Et dans la logique de toutes ces innovations-là, et on peut ajouter à ça, hein, un travail de remue-ménage qui s'est fait en Occident sur la question environnementale, hein, et qui... j'aime pas beaucoup ce terme-là, par ailleurs, d'environnement, là, parce que c'est un terme qui est... vous excuserez la petite parenthèse, mais c'est un terme qui est ethnocentrique, hein, qui est anthropocentrique plutôt, en ce sens que, peut-être même ethnocentrique si on se considère occidentaux, hein, en ce sens que cette expression-là, environnement, renvoie à une conception de la nature qui est complètement sous le joug, puis au service de l'humanité. Hein. La nature a peut-être un intérêt en soi, hein, je le dis un peu à la blague, là, dans le sens que c'est plutôt évident que la nature n'est pas juste là pour servir l'humain, mais que ça a un intérêt de la préserver, qu'elle a un intérêt, elle a une existence en soi qui est détachée d'une certaine manière de l'être humain. Et donc, bon, à défaut d'un meilleur terme, parfois je vais utiliser environnement, mais comprenez bien que dans ma pensée, c'est une mauvaise expression. Ceci pour dire que, hein, en Occident, puis le fait qu'on utilise encore ce terme-là, c'est une certaine manifestation de ce que je suis en train de dire aussi, hein, dans ce sens qu'on n'est pas très développé au niveau de notre pensée pour cette question-là. Et une manifestation de ça, c'est qu'on est aussi en train de créer ou d'ouvrir un possible champ du droit qui serait le droit de l'environnement, le droit de la nature, hein, et d'imaginer quels pourraient être les droits de la nature. Hein. Et l'idée d'avoir des défenseurs ou des ombudsman de la nature, hein, qui représenteraient, qui seraient un peu l'avocat de la nature à l'intérieur de nos secteurs publics. Puis, c'est... Bon, au Québec, on a le BAP, mais c'est pas exactement la mission du BAP, enfin, une mission apparentée. Mais le fait d'avoir des défenseurs ou des institutions qui représentent et qui puissent se faire l'avocat de ces droits-là, va dans la logique. Hein. Tout ça, ça va un peu ensemble. Hein. Puis donc, ce qui s'est fait en Amérique latine, puis le champ du droit en Occident, on en a quand même développé, là, du droit de l'environnement. Donc, tout ça, ça va un peu c'est dans la même logique. Hein. Et cette logique-là, il faut quand même souligner une chose. C'est une logique défensive. Hein. Puis là, on peut retourner à l'idée de droits individuels, hein, puis du Bill of Rights, qui vient du Royaume-Uni, mais qui a eu un moment quand même américain. En ce sens, les Américains ont repris l'idée puis ont inséré un ensemble de principes puis de droits comme ça dans leur constitution. Hein. Puis on a une charte au Québec, hein, et donc on a rentré dans cette game-là. Cette idée-là d'avoir des droits individuels, hein, spécifiques qui sont énoncés, qu'on placerait au-dessus des autres, puis qu'on dit qui sont un peu sacralisés par rapport à d'autres éléments du système juridique. C'est une logique défensive dans la mesure où, hein, ce qu'on est en train de dire implicitement, c'est que c'est d'autres mondes qui ont le pouvoir, mais il faut qu'ils respectent ces droits-là. Hein, déjà, c'est un gain. Mais, tu sais, quand on a créé le Bill of Rights à sa naissance, là, en Royaume-Uni, l'idée, c'est qu'il ne fallait pas que la monarchie dépasse certaines règles, hein, puis qu'on limitait donc le pouvoir de l'arbitraire monarchique. Mais on reconnaissait que ce pouvoir-là, c'était de la scrap, essentiellement. Ben, on le reconnaissait en faisant ça, mais on continuait d'admettre que ce pouvoir-là allait continuer d'exister, puis que ça fonctionnait mal. Hein? Parce qu'un pouvoir qui, lui-même, de temps en temps, empiète sur l'intérêt général, hein, c'est pas un bon pouvoir en partant. Puis là, on est dans un autre moment historique, bien sûr, mais j'ose dire que c'est la même logique qui s'applique.
Hein? Autrement dit, on sent l'obligation de sacraliser certains droits, de les mettre un peu plus haut que les normes juridiques normales, parce qu'on sait qu'il y a un danger que l'État puisse aller trop loin. Hein? Et si on sent qu'il y a un danger comme ça, il faut se poser une question, là, pourquoi? T'sais? Et c'est parce qu'on a des mauvais États, on a des mauvaises institutions politiques qui ne sont pas représentatives des intérêts des personnes qui sont en train de se retrouver avec seulement des droits, au lieu d'avoir une vraie représentation politique qui les protège du fait qu'ils sont dans la game politique. Et donc, cette logique-là défensive, j'ai parlé de l'idée d'une charte verte, puis peut-être que ce ne serait pas inintéressant, mais il faut voir ça comme une première étape, puis comme justement comme un entre-deux, d'une certaine manière. Et j'inviterais en fait tous les acteurs concernés par cette idée-là de droit particulier de réfléchir sérieusement à ce qu'on est en train de faire quand on fait ça. Parce que ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a un problème plus fondamental dans la représentation politique, et tant qu'on ne le réglera pas, on va avoir besoin d'un régime de droit particulier comme celui-là. Et donc, il y a une question qui, à ma connaissance, limitée, peut-être qu'elle s'est déjà posée, mais à ma connaissance, ne s'est jamais posée, du moins dans les termes que je vais me permettre de la poser ici. Et cette question-là, c'est la représentation, non pas des droits de la nature ou d'une personne pour défendre les droits de la nature qui va avec ça, mais c'est la représentation des intérêts de la nature elle-même dans notre système politique. Peut-être que je fais erreur, il y a peut-être d'autres gens qui ont réfléchi à la question, mais à ma connaissance, on a pris pour acquis que le système politique des êtres humains ne fait que représenter l'intérêt des êtres humains. Et d'ailleurs, c'est une logique extrêmement pernicieuse du système électoral. Vous savez que je fais une diatribe continue contre ce système-là, mais dans le système électoral, on veut réduire d'une certaine manière l'offre politique à... On veut convaincre les gens qu'on est là pour eux. Mais ça peut aller dans un sens et très égoïste, ce eux-là. Excusez-moi. On va faire une surenchère de comment on défend leurs intérêts, puis leurs biens, puis leur place. Mais dans ça, il y a une logique extrêmement pernicieuse, notamment en soi, parce que d'une certaine manière, on est en train de renforcer certains égos en faisant ça, mais aussi notamment que par rapport à la question de la nature ou de l'environnement, là, on a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Et seulement défendre les intérêts des petits humains qui se pensent les maîtres de la Terre puis qui détruisent tout sur leur passage, c'est pas nécessairement une logique qui est très saine. Et là, donc, on commence à réaliser dans nos sociétés qu'il y a, enfin, c'est idiot de dire ça, là, mais d'un point de vue politique, c'est vrai qu'on commence à le réaliser, qu'il y a la nature, qu'il y a d'autres êtres dans cette nature-là, que c'est pas juste une nature désincarnée avec un grand N, là, il y a des animaux, des arbres, il y a de la vie, là, des êtres vivants là, qui ont d'une certaine manière des droits. Et là, la question qu'on va explorer ici, c'est est-ce que ces êtres-là n'auraient pas plus que des droits, mais aussi le droit d'être représentés politiquement à l'intérieur de nos institutions politiques. Et évidemment, à travers intimement lié à cette question-là, il y a la question de comment est-ce qu'on pourrait faire ça, ce qui n'est pas du tout évident et ce qui est un blocage majeur dans le chemin. Il ne faut pas se le cacher, c'est une question qu'on peut peut-être résoudre, mais qui reste quand même éminemment problématique. Et donc, l'idée est essentiellement qu'au lieu d'avoir des institutions politiques qui ne représentent que la société humaine, que les êtres humains, on pourrait se doter d'institutions politiques qui tentent, qui font un effort particulier pour représenter les intérêts de la nature elle-même. Et donc, l'image que j'ai, c'est deux chambres au Parlement.
hein. Une chambre qu'on pourrait appeler l'Assemblée de la société et une chambre qu'on pourrait appeler l'Assemblée de la nature. Hein. Et que cette assemblée-là de la nature, on parlera de sa composition puis de comment serait constituée, mais aurait comme mandat, hein, de s'assurer que ce que l'autre chambre fait, que les décisions qui sont prises par l'Assemblée de la société ne dépassent pas certaines limites, hein, et qu'elles s'inscrivent dans une logique d'harmonie, si on peut dire, avec les écosystèmes nationaux. Hein. En ce sens que, au Québec, on a un grand territoire, on a plein de ressources. Hein. Ce territoire-là, est justement, il n'est pas inoccupé. Hein. Il y a de la vie qui est là. Hein? Puis c'est l'idée de représenter ces formes de vie-là à l'intérieur même du système politique. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a, on peut appeler ça l'écosystème national, qui fait partie bien sûr d'un écosystème mondial, puis ça, il faut en tenir compte nécessairement dans cette institution-là en particulier. Autrement dit, le corps ou l'élément ou ce que cette assemblée-là représente, hein, c'est l'écosystème national, puis cet écosystème national-là se sépare en différents écosystèmes. Puis donc, une certaine manière de le dire, c'est pas une recommandation, mais on pourrait aller jusqu'à appeler ça l'Assemblée des écosystèmes, hein, si on voulait, ou de l'écosystème national, ou trouver un autre terme, là, mais il faut garder à l'esprit un peu la réalité qu'il y a derrière ça. Dans la mesure où, hein, on se pencherait sérieusement dans l'Assemblée constitutionnelle sur s'orienter vers une société qui est véritablement en harmonie avec la nature, hein, je pense que cette idée-là pourrait à ce moment-là être traitée. Hein. Et le point de départ de ça, c'est de dire que l'écosystème a une capacité de tolérer une certaine présence humaine avec un certain niveau de pollution, un certain niveau de consommation, un certain niveau de présence en tant que tel, tu sais, et donc elle a une limite, hein, et que le développement du Québec doit s'inscrire à l'intérieur de ces limites-là, hein. Tant et aussi longtemps qu'on est au-dessus de la limite, il faut qu'on descende lentement ou rapidement, hein, et dans la mesure où on serait en deçà de la limite, là, il y aurait possibilité d'avancer différemment. Hein, c'est-à-dire de peut-être prendre l'expansion d'un point de vue démographique, des questions comme ça. Hein. L'utilité d'avoir une assemblée qui représenterait les intérêts de la nature, c'est que cette assemblée-là exercerait un contrôle permanent sur toute la production législative pour dire que ce qui se fait dans l'autre chambre va dans le sens présentement d'une diminution de l'impact environnemental, hein, et dans la mesure où on atteint un état d'équilibre, qu'on maintienne cet état d'équilibre-là par l'existence d'une chambre comme celle-là qui fait contrôle sur l'autre. Elle aurait aussi le droit, hein, de proposer des lois, de proposer pas juste des amendements bien sûr, mais de faire des propositions importantes au gouvernement, hein, mais son rôle resterait, dans ma conception du moins maintenant, hein, plus un rôle davantage de contrôle. Donc c'est un peu comme dire l'initiative viendrait de l'Assemblée de la société ou des citoyens, hein. Je l'ai remplacé par de la société pour une raison que j'ai expliquée dans pas longtemps, mais donc l'Assemblée de la nature exercerait davantage un contrôle, tandis que l'initiative viendrait de l'Assemblée de la société. Sur le nom, hein, ici, ces termes-là sont utilisés de manière temporaire, sauf que, hein, jusqu'à maintenant, je peux dire que c'est peut-être un peu le mieux que j'ai trouvé, sauf qu'il faut quand même insister sur le fait que c'est important, le nom qu'on donne à une institution. L'Assemblée des citoyens, ça ne dit pas la même chose qu'une assemblée citoyenne. Ça ne dit pas la même chose que l'Assemblée de la société. Hein? Puis ça renvoie, l'Assemblée de la société, ça renvoie à l'idée d'un corps collectif. Hein? L'Assemblée des citoyens, ça renvoie à l'idée des individus séparés. Hein? Puis d'une certaine manière, tous ces éléments-là ont leur place dans la réalité, mais celui qu'on choisit pour le nom est d'une importance quand même non négligeable. Tout comme appeler ça l'Assemblée de l'environnement, ça sonne plouch. Appeler ça l'Assemblée de la nature, ça sonne pour moi correct. Hein? Appeler ça l'Assemblée des écosystèmes nationaux, ça sonne un peu technique. Hein? Mais
Mais d'une certaine manière, hein, cette assemblée-là, c'est tout ça à la fois. T'sais, on pourrait aller jusqu'à appeler ça l'assemblée des autres êtres vivants ou des animaux ou des plantes, etc. Là. Mais vous comprenez que toutes ces dénominations-là renvoient à une même réalité, mais que quand on recherche le nom d'une institution ou d'une personne ou d'une organisation, hein, il faut quand même être attentif parce que le nom qu'on lui donne définit un peu la personnalité de cette chose-là, ou de cette personne morale-là, ou de cette institution-là dans ce cas-ci. Hein. Bon, j'ai une obsession particulière pour les noms, hein, pas une obsession, mais disons, je prends plaisir à ce thème-là, et puis donc je me permets de l'introduire ici, mais je pense qu'au niveau d'une institution, c'est plutôt clair, que le nom d'une institution nous dit quelque chose, puis d'ailleurs, quand on change un nom, ça veut aussi dire qu'on est en train de changer quelque chose de majeur. T'sais, si on passe de l'Assemblée nationale à d'autres choses, là, ça veut dire que le Québec aura fait un pas, espérons-le, de l'avant, hein, mais qui aura changé un peu la conception qu'on a de la représentation au sein d'une assemblée comme celle-là, puis que cette nouvelle assemblée-là risque d'être fort différente de l'autre. Et donc, hein, revenons, après cette parenthèse-là, sur les noms des institutions politiques au Québec, sur... D'ailleurs, il y a certaines organisations, hein, dans l'article constitutionnel que j'ai fait, que je n'ai pas nommé. C'est l'administration qui gère le tirage au sort des citoyens. Je fais juste la nommer avec sa fonction, puis je laisse à d'autres, ou du moins à une réflexion peut-être qui est à faire sur cette question-là. Mais c'est important, hein, même pour une administration comme celle-là, de se pencher puis de prendre le temps de trouver le bon nom. Hein. C'est-à-dire que les choses bien nommées deviennent plus claires par elles-mêmes. Puis il y a une manière aussi de mal nommer les choses. Et les nommer de manière détournée, puis un peu de détourner détourner un peu la conception que les gens ont de la réalité de cette chose-là. Il y a une manière de mentir dans un nom, d'une certaine manière qu'on pourrait dire. Et donc, hein, puis on pourrait réfléchir à cette question-là davantage. Par exemple, hein, quand on parle de la Chambre des représentants aux États-Unis, ben, justement, on peut se poser la question qui représente vraiment. Puis c'est une question fort légitime. Ceci pour dire que, hein, revenons au fil conducteur, hein, je suis en train de dire qu'on pourrait imaginer au Québec se doter d'une assemblée législative qui fasse contrepoids à l'autre et qui exerce un contrôle permanent sur cette assemblée-là pour s'assurer que sur la question environnementale, hein, que le Québec reste à la hauteur de ses idéaux. Hein. Bon, je ne pense pas, à ma connaissance, hein, qu'il y a quelque chose de similaire qui a été proposé auparavant. Donc, on est un peu dans un champ vierge, là, en termes de... Je pense pas qu'on est allé jusque-là, autrement dit, dans les réflexions qui ont pu subvenir auparavant. Hein. Il y a probablement une raison pour ça, hein, c'est qu'il y a un obstacle majeur dans ce qui vient d'être dit, puis je pense que c'est évident pour tout le monde qui m'écoute jusqu'à maintenant. Hein. Ça fait déjà 23 minutes qu'on est dans la présentation. Cet obstacle-là, c'est que comment est-ce qu'on constitue cet organe-là. Hein. Et là... C'est la raison pour laquelle je pense que c'est un peu plus exploratoire pour l'instant, mais encore là, je ne sais pas si ça l'est tant que ça. Hein? Je ne sais pas si je suis en train de me convaincre moi-même que ce serait intéressant d'avoir ça en vous en parlant. Mais ce qui est certain, hein, c'est que pour que ça fonctionne bien, hein, il faut avoir une société qui a cet enjeu-là, pas juste à cœur, mais qui comprend que c'est l'enjeu du 22e siècle. On n'est pas encore rentré dans le 21e siècle, peut-être que ça va l'être, là, mais qui comprend que c'est l'enjeu, faut peut-être pas non plus le projeter trop dans l'avenir, que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, puis que c'est l'enjeu critique de l'existence même, pas juste l'existence, mais du bien-être, puis de la sanité d'esprit de nos sociétés. T'sais, on est encore en train de foncer on est en train de foncer dans le mur plus vite qu'on fonçait avant de découvrir qu'il y avait un problème écologique. T'sais, on est ridicule comme ça, les êtres humains. Là. C'en est absurde. Mais tu sais, on sait qu'il y a un problème écologique depuis 20, 30, 40 ans, hein? Et puis c'est comme si on avait accéléré. On sait que le mur est devant nous, puis c'est comme si on mettait le gaz dans le piton,
puis on fonce dedans avec notre char. On est imbécile comme ça. Et puis, éventuellement, on va peut-être frapper le mur. Hein? Évidemment, ce mur-là, il ne se frappe pas nécessairement d'un coup. C'est un drôle de mur. Hein? C'est un mur qui, on ne sait pas trop il est où exactement. Puis, quand on le frappe, c'est pas bang, ça peut, là, mais ça commence à dériver, là. Hein? Puis là, l'auto commence à avoir un problème sur la route. Puis, c'est un mur bizarre. Hein? Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même, d'un point de vue pour l'humanité, hein, il y a une limite à ce que la Terre peut supporter comme présence. Hein. On est déjà au-delà de cette limite-là en termes de production puis de destruction environnementale, hein, de production matérielle et de destruction environnementale, pollution, etc. On est déjà au-delà de la limite de ce que la Terre peut supporter en termes de nombre d'humains. Hein? Et puis donc, on va avoir de sérieuses questions à se poser. Il va falloir se poser des questions dans l'avenir immédiat sur comment plafonner nos populations, hein? Puis comment surtout plafonner, réduire l'impact environnemental de ces populations-là. Puis une fois qu'on aura réussi à s'insérer harmonieusement dans l'écosystème, on pourra à ce moment-là réfléchir à peut-être prendre un peu d'expansion, ou modérément. Mais ce ne sera pas tripler notre population dans les prochaines 60 années. Ça va être une perspective un peu plus, justement, saine d'esprit. Ceci pour dire que, hein, on va avoir des questions, il y a environnement puis environnement. Là, je suis en train de parler de l'environnement avec un gros E, puis même que l'environnement est plus là, puis qu'on est en train de parler de la nature puis des écosystèmes. Hein. On n'est plus dans le petit environnementalisme là, de recyclons chez nous puis laissons nos entreprises polluer comme ils veulent. T'sais. Quand on va dans les entreprises au Québec, là, ils ne recyclent pas. Hein. C'est pas, les déchets qui sont produits émanent surtout de là. Enfin, pour le Québec en particulier, j'ai déjà constaté ça moi-même, hein, mais ce que je sais, c'est que je veux dire, le 10 fois plus de pollution se fait dans une industrie qu'à la maison. Fait que oui, c'est important de recycler votre patente à la maison, mais avant de faire ça, posez-vous la question, là, les gens qui nous vendent de quoi ils recyclent-tu? Hein? Puis la réponse, c'est non. Hein? Ils vont à moitié. T'sais. Puis c'est eux qui produisent le plus de déchets, c'est pas le petit consommateur à la maison. Et ces corporations-là, par le biais de lobby, ont réussi à convaincre les gens que c'est eux qu'il fallait qu'ils fassent un travail en mettant leurs canettes puis leurs patentes dans le bon bac à maison. Quand eux, ils font pas la job. T'sais. Notamment dans d'autres pays, là, au Québec, je me prononcerai pas de manière autoritative. Hein? J'ai pas suffisamment de données pour le faire, bien que je vienne de dire quelque chose, là, mais ce qui est clair, hein, c'est que le bobo est réellement là. T'sais. Puis donc, cet ensemble d'incohérences-là, d'une société qui dit quelque chose puis qui fait d'autres choses, cette genre de schizophrénie sociale-là, hein, on va devoir la mettre de côté puis être réaliste à un moment donné. Hein. Et quand on va en arriver là, puis qu'on va avoir une population qui est suffisamment alerte, informée, consciente et qui a la volonté d'agir, qui a la volonté de changer, que c'est pas juste une bande d'ânes qui veulent suivre le premier ministre qui est en place. Quand on va avoir une société comme ça, on va pouvoir se poser la question, hein, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et à ce moment-là, je pense que des institutions comme celle dont je suis en train de parler pourraient s'avérer à être une solution fort intéressante. Tout ceci pour dire que, hein, on en arrive à la question clé, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une représentation comme celle-là? Et là, j'ai deux éléments de solution que je peux vous proposer. Hein. Il y en a un des deux que je préfère, et vous savez sans doute c'est lequel, hein, c'est le tirage au sort de citoyens. Mais il y a une twist dans la sélection de ces citoyens-là, c'est que on sélectionnerait des citoyens, des citoyennes au Québec au sort, hein, et on leur demanderait, on leur indiquerait premièrement qu'ils vont faire partie de cette assemblée-là, et on leur expliquerait que leur tâche, hein, c'est non pas de représenter leurs confrères, leurs consoeurs, leurs concitoyens, leurs concitoyennes, hein, mais c'est de représenter la nature, essentiellement. Hein. Et donc, et là, on déclinerait ce mot-là nature en disant, tu sais,
moi, je vois deux manières qu'on puisse le faire. Tu sais. On pourrait avoir un débat plus large au Québec sur la question. Puis peut-être qu'il s'agirait de combiner justement ces deux manières de voir-là. Hein. Le premier, c'est de dire qu'on sépare le territoire québécois en écosystèmes, hein, puis que chacun se voit attribuer un écosystème. Donc une partie finalement du territoire national, hein, et puis qu'il y en a certains aussi qui sont les représentants de l'écosystème mondial. Hein. Et donc, on fonctionne sur la base d'écosystèmes. Puis là, il y a la grande question, comment est-ce qu'on subdivise ça? Je ne sais pas. Poser la question des écologistes, là, ben pas je ne sais pas, mais je veux dire, il faut en débattre de ça. Puis c'est pas une question qui se tranche au couteau. Puis peut-être que c'est une des premières questions qu'on pourra poser à cette assemblée-là. Comment est-ce qu'on pense qu'il est approprié de subdiviser l'importance relative de tous ces écosystèmes-là et l'écosystème national avec les écosystèmes avec l'écosystème continental et puis mondial. Hein. Puis donc, il y a des questions là, qui se posent, mais rappelons-nous d'une idée écosystème d'un côté. De l'autre, hein, on pourrait explorer l'idée d'attribuer des groupes d'êtres vivants à chacune de ces personnes-là. Par exemple, dire, peut-être pas juste une espèce d'animal, là, mais pour donner un exemple, hein, dire qu'une personne va représenter, disons, les carnivores à l'intérieur ou les omnivores à l'intérieur des mammifères, des grands mammifères au Québec. Une autre personne va représenter les espèces plus herbivores, hein, d'une certaine dimension. Une autre peut-être les plus petits animaux. Hein. Et puis ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui va dedans. Là. Il n'y a pas juste des mammifères. Il y a les poissons, il y a les reptiles, il y a les insectes, il y a la vie qu'on ne voit pas qui est microscopique. Hein. Il y a tout ça. Hein. Il y a bien sûr les végétaux aussi, donc les différents types de plantes et d'arbres. Hein. Et donc, hein, on pourrait tenter de subdiviser la nature en catégories, puis un peu de donner à chacun une catégorie spécifique, non pour dire que c'est juste ces êtres-là que cette personne-là devrait représenter, hein, ou chercher à représenter, mais pour lui expliquer que c'est un peu son électorat, si on peut dire, hein, comme on le dirait dans le monde électoral, là, c'est ce qu'elle représente en particulier, puis plus globalement, bien sûr, hein, elle représente l'écosystème du Québec et du monde. Hein. Même chose par ailleurs pour les écosystèmes, il y aurait des écosystèmes marins, il y a le fleuve Saint-Laurent, il y a les au nord, il y a les rives du fleuve, il y a tout ça. Hein? Puis donc, il y a des écosystèmes qui diffèrent fortement. Hein? Et peut-être que ces deux logiques-là, là c'est vraiment une suggestion préliminaire, hein, pourraient être combinées, qu'une moitié ou qu'une partie de l'Assemblée représente des catégories d'êtres vivants, hein, et qu'une autre représente des écosystèmes. Et donc, encore une fois, on devrait, hein, en fait, donner une période préalable d'études libres à ces gens-là, dans ce cas-ci, avec peut-être une orientation plus claire, en ce sens que une grande partie de leurs études consisterait, hein, d'une année ou deux précédemment à l'exercice de leur mandat, d'approfondir les connaissances qui existent dans la société sur ces différents êtres vivants-là ou les écosystèmes en question. Et donc là, leur tâche serait d'apprendre à bien connaître cet écosystème-là, hein, ou la catégorie d'êtres vivants qu'ils représenteraient. Bien sûr, ces subdivisions-là restent à faire. Puis surtout, il y a une question qui se pose, quelle part on donne aux animaux, quelle part on donne aux végétaux, hein, quelle part on donne aux êtres microscopiques par rapport aux êtres plus gros qui sont plus visibles pour nous, etc., etc. Encore une fois, c'est un peu une question d'écologiste ou de biologiste, mais on va certainement trouver une logique et puis une manière de raisonner à l'intérieur de ça. La séparation de l'écosystème est un peu plus simple d'une certaine manière parce que justement, l'écosystème englobe toute cette vie-là. Hein. Et donc, il y a pas on ne catégorise pas de la même manière, mais là, on catégorise sur une base territoriale. Et je crois que ce serait, à mon avis, intéressant de subdiviser pour forcer, hein, ces gens-là à rentrer dans le jeu. C'est pas juste un jeu pour le fun. Hein. Bon, je peux me permettre une parenthèse ici. Ce que je suis en train de dire peut sembler extrêmement
loin projeté dans l'avenir. Mais il faut être réaliste, puis on est face à des situations où on devra peut-être en arriver quelque chose comme ça. Mais il y a un intérêt, justement, j'oublie le terme pour se référer au jeu, un qualificatif pour se référer au jeu, là, mais essentiellement, il y a un intérêt qui peut être, entre autres, pédagogique, mais aussi un peu pour le fun, pour s'amuser, d'essayer de faire ça. Et ici, autour d'une table, vous vous dites rapidement, avec 5 amis, on va se donner chacun une catégorie à représenter, puis on va regarder les décisions qui se prennent dans une assemblée législative, puis on va raisonner sur la base, est-ce que ça, ce que les humains sont en train de dire, c'est dans notre intérêt ou non? Et puis vous allez vous apercevoir que, je pense que dans beaucoup de cas, présentement, ça ne l'est pas. Parce que c'est pas du tout ce que nos représentants élus sont en train de faire. Ils sont en train de continuer de foncer dans le mur puis de trouver des moyens d'aller plus vite. Et donc, ou de se bloquer les yeux pour ne pas voir qu'il y a un mur aussi. Et puis de se mentir, et puis de mentir à la population, puis de se faire des excuses, puis de se dire on peut attendre, ou il y a des gens qui disent différemment, puis c'est pas grave que 99% de la communauté scientifique est d'accord, ou 98%, il y a le 1 ou 2% là, qui font en sorte qu'on a le droit de douter. Bon, autrement dit, c'est au niveau où ils sont. Là, on serait nécessairement dans une société qui aurait voulu passer à un autre niveau, où les citoyens tirés au sort prendraient plaisir à vouloir s'assurer de la représentation des intérêts de la nature à l'intérieur de leurs institutions politiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, à l'université, ce ne serait pas une expérience qui serait mauvaise de faire. Les enfants, je pense, rentreraient facilement dans une game comme celle-là. C'est pas bien dur. Tu leur dis, toi, tu représentes tel être vivant, c'est le fun. Chacun pige un type d'être vivant. Et puis, ensuite, il y a comme un peu comme, au lieu d'avoir une ferme des animaux comme chez Orwell, tu aurais une assemblée des animaux ou une assemblée des êtres vivants plus largement, qui tiendrait de débat sur la société humaine. Et pour l'humain, je pense que c'est peut-être, parce qu'on est un peu niaiseux, peut-être la seule manière qu'on peut rentrer dans cette logique-là complètement. C'est se dire, là, on fait un effort pour représenter ces intérêts-là, puis on se met à leur place. Autrement dit, là, au lieu de représenter ça comme un environnement puis un ensemble de ressources potentiellement exploitées, représentons ça pour ce que c'est de la vie, et puis mettons-nous à leur place, et par ce jeu-là, tentons de voir quels seraient naturellement les intérêts de ces êtres-là. Bon, donc, le premier mécanisme qu'on peut utiliser, qu'on peut imaginer, ce serait celui-là, le tirage au sort. On tire des Québécois, des Québécoises au sort, puis on leur dit, vous faites partie de cette assemblée-là. À l'intérieur de l'assemblée, on repige au sort avant même qu'ils commencent leur mandat. Et on leur dit, vous allez représenter tel parti. Bien sûr, plus largement, vous représentez, il ne faut pas l'oublier, la nature, puis donc, il ne faut pas nécessairement tout limiter à la connaissance de l'anatomie de l'animal ou de la catégorie d'animaux en question. Il faut comprendre son rôle dans la nature, sa place dans la nature et la place plus largement de l'écosystème dans lequel il s'insère, bien sûr, dans sa vie. Et pour son bien-être, pour son existence. On pourrait, je me permets d'être baveux parce que je sais à quelle société je m'adresse. On pourrait dire aussi, il y a quelques humains là, une part significative, qui vont représenter les animaux de ferme, qui vont représenter les animaux qui sont sous le régime d'esclavage humain, qu'on appelle ça l'élevage pour s'alimenter en mangeant ces animaux-là ou manger leurs produits. On pourrait se permettre de dire, on va... ça aussi, ça fait partie de la nature. Puis donc, on va intégrer ces animaux-là d'une certaine manière. Puis là, je sais que un journaliste peut prendre ce que je suis en train de dire puis faire un titre ludique. Il peut dire, on veut représenter les cochons à l'Assemblée, au Parlement. Faites-les, ça ne me dérange pas. Parce que dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que oui, ces êtres-là devraient aussi avoir plus que des petits droits qu'on s'empêche de les violenter, mais qui ont des intérêts, et ces intérêts-là devraient être représentés. Cependant, faut quand même pas
exagéré, en ce sens que l'humain, présentement, fait beaucoup d'élevage. Il y a quand même une quantité significative d'animaux de ferme au Québec, mais sur le poids entre ça puis les animaux sauvages, hein, je suis pas sûr. Je pense que les animaux sauvages sont quand même plus nombreux puis plus importants en termes de quantité, t'sais. Mais sont dans une situation différente. On pourrait, hein, je me permets de le dire, aller jusqu'à représenter, dans la mesure de leur importance estimée, hein, les animaux domestiques aussi. Hein. Donc les autres formes de vie essentiellement. Hein. Mais avec quand même la grande idée. Hein. Ben, ces animaux-là font partie de la nature puis font aussi partie de notre société. Hein. Mais bien sûr, tu sais, je pense que la nature sauvage, là, ou la nature, dans la conception de nature avec un grand N, là, est quand même l'objet ici. Hein. Ce sont les écosystèmes qui nous importent et non pas les cas particuliers, si on peut dire. Tu sais. Donc, ceci pour dire que hein, on pourrait piger des gens au sort et leur dire, tu sais, voici, hein, c'est le mandat que vous avez. Pour faire ça, il faut avoir une société qui veut aller vers ça. Puis, bon, on pourrait en venir à se poser la question si maintenant on est déjà prêt. Peut-être que faire l'exercice nous permettrait d'aller plus vite qu'on pense. Tu sais. Je ne le sais pas. Hein. J'aimerais ça qu'on le soit, hein, mais je ne sais pas ce qui se passerait si on faisait ça présentement. Hein. Il y aurait peut-être des gens qui auraient bien de la difficulté à rentrer dans le jeu, mais en même temps, tu sais, tu as toute une assemblée, puis tout le monde le fait autour de toi, puis c'est ça le mandat que tu as en tant que personne, tu sais. À un moment donné, ben, tu le fais. Puis peut-être que là, dans notre société existante présentement, qu'il y aurait plus de désistements honnêtes, de gens qui disent « je veux pas faire ça », tout simplement. Ou peut-être qu'ils diraient je pense que je suis pas capable, là, mais je suis pas sûr, mais tu sais, il pourrait y avoir des gens qui ne veulent pas participer à ça, ben là on repigerait quelqu'un qui, oui, voudrait représenter les intérêts de la nature, donc qui serait volontaire pour le faire, mais qui serait dans la même catégorie que l'autre personne en termes d'âge puis de territoire et tout ça. Hein. Ça, c'est un moyen qu'on peut utiliser pour représenter les intérêts de la nature. Je pense que c'est le meilleur. Je ne vais pas vous le cacher, je pense que c'est le meilleur des deux moyens. Le deuxième moyen mérite néanmoins d'être mentionné, entre autres parce que, bien qu'il ne serait peut-être pas approprié ici, il pourrait avoir un intérêt par la bande. Il pourrait avoir un intérêt sur cette question-là elle-même d'une manière indirecte, hein, en ce sens qu'on pourrait constituer d'autres on pourrait par exemple constituer un conseil de la nature ou quelque chose comme ça, hein, qui serait constitué d'une autre manière. Et cet autre moyen-là, j'en ai pas discuté jusqu'ici dans les autres présentations. Hein, c'est que là, d'ici dans ce qui a précédé, puis dans cette présentation aussi, hein, on a parlé du tirage au sort de citoyens et de citoyennes, donc out large dans toute la population. Hein. Et il y a par ailleurs un meilleur terme hein, en anglais, je peux me permettre de le mentionner, là, je sais que ça c'est pas, enfin, c'est vraiment une parenthèse, mais en anglais tu as le terme citizenry, hein, qui représente un peu le corps citoyen. Puis malheureusement en français on doit recourir au terme population ou les citoyens ou les citoyennes et les citoyens. Hein. Puis donc c'est des formules qui, c'est un peu comme si il y aurait un terme entre les professeurs et le professorat. Hein, tout le monde qui est professeur, le corps des professeurs. Puis c'est comme ce terme-là, citizenry en anglais, très pratique pour ça. Hein. Ceci, je ferme cette parenthèse-là, puis j'essaie de me rappeler où j'étais auparavant. Donc, essentiellement, hein, on pourrait utiliser le tirage au sort d'une autre manière. C'est-à-dire que on pourrait utiliser le tirage au sort avec des critères et se dire que on va se dire, par exemple, dans ce cas-ci, hein, là c'est un exemple qu'il s'agirait quand même d'étudier plus attentivement puis de complémenter, mais je vais vous donner un peu l'état de ma réflexion. Hein. On pourrait se dire que tout le monde qui a
qui a un diplôme en biologie, même au cégep. Hein. Donc, il a fait des études quand même spéciales, là, à différents niveaux, cégep jusqu'au doc, en bio, en écologie, dans les domaines environnementaux, hein, en ce sens que des fois, il va y avoir des ingénieurs de l'environnement, on pourrait les mettre dans une sous-catégorie ou dans le grand bassin duquel on peut piger. Puis on pourrait même avoir une genre de catégorie un peu ouverte pour les volontaires qui veulent ça serait un peu contrôlé en ce sens qu'il faudrait démontrer quand même qu'ils ont une compétence particulière. Mais par exemple, quelqu'un qui en sociologie aurait fait une maîtrise en sociologie de l'environnement, hein, elle pourrait à ce moment-là comme intégrer là, cette catégorie autre-là. Mais essentiellement, pour simplifier, là, hein, dans la conception première, imaginons une catégorie biologiste et écologiste. Hein, puis qu'on décide de piger au sort à l'intérieur des gens qui ont une formation dans ce domaine-là et qu'on leur dit, vous intégrez un conseil de la nature et là, votre mandat, hein, c'est d'être des représentants de, un peu pas de votre carrière, mais d'être en tant que spécialiste, hein, c'est d'être des personnes qui nous donnent leur avis, hein, plus spécial, pas spécial, mais excusez-moi, plus en profondeur hein, sur les questions à l'étude. Donc, autrement dit, hein, au lieu d'avoir une assemblée de citoyennes et citoyens, on pourrait théoriquement se dire on va piger des gens qui ont une formation particulière et compter sur cette formation-là en sachant que ces gens-là peuvent déjà bien représenter ou mieux concevoir hein, l'intérêt de ces êtres vivants-là qu'on veut représenter à l'intérieur de notre système politique. Là où il y a un problème énorme, hein, c'est que là, on limite hein, cette représentation-là justement à un diplôme puis à des choses comme ça. C'est un petit peu c'est un petit peu malaisé. Sauf que hein, si on utilisait un tirage au sort spécialisé ou avec critères comme ça pour mettre en place un conseil hein, qui, là, disons, donnerait des avis, hein, serait consultatif. Là, ça pose déjà un petit peu moins problème. Puis c'est peut-être dans cette mesure-là qu'on pourrait utiliser ce type de tirage au sort-là. Ce type de tirage au sort-là, j'en ai pas parlé parce qu'il n'est pas... qui peut être, là, on peut prendre cette idée-là de critères puis en mettre un ensemble. T'sais. Par exemple, on pourrait se dire, ou suggérer, hein, au gouvernement ou à l'Assemblée qui représente les Autochtones au Québec présentement, hein, de piger au sort des Autochtones. Donc, pas les chefs de bande, puis pas les boss, hein, mais les citoyens autochtones, de les mettre dans un grand bassin, puis d'avoir une assemblée d'Autochtones. Hein. On pourrait aussi suggérer à, je sais pas, faire un genre de tirage au sort comme ça sur certaines bases, hein, pour constituer un corps qui se penche, je sais pas, plus profondément sur le système d'éducation, etc., etc. Ou qui a un rôle là, de conseil vis-à-vis le système d'éducation. Donc, tout ça pour dire que le tirage au sort peut être utilisé aussi hein, avec des critères comme ceux-là. On pourrait s'imaginer des expériences académiques aussi. Hein. Si on veut s'amuser, là, on pourrait s'imaginer que les académiques, il faudrait qu'il y ait des sous pour le faire, hein, mais qu'on fasse une étude de la délibération entre les deux sexes, par exemple. Qu'on pige 50 hommes d'un côté, 50 femmes de l'autre, qu'on les isole, qu'on leur pose la même question, puis après une semaine, on regarde leurs recommandations. Hein? Ça serait drôle. Ça serait au moins intéressant. Parce que certainement, je pense que ce serait peut-être différent ce qui sortirait. Peut-être pas tant que ça, mais il y aurait peut-être des différences significatives. Puis si on répète l'expérience, on pourrait en arriver peut-être à mieux se comprendre soi-même, avoir une idée, une tangente différente. On pourrait piger au sort n'importe quelle carrière, profession, niveau d'éducation. On pourrait piger au sort des gens, par exemple, hein, les parlementaires qui parlent de la pauvreté, là, hein, ben, vous voulez un bon outil pour vous adresser cette question-là au Québec, hein, on pourrait piger au sort des gens qui sont dans une situation de pauvreté. Il s'agirait d'identifier qu'est-ce que c'est, hein, puis qu'est-ce que c'est la pauvreté, qu'est-ce qu'on inclut dans cette catégorie-là, puis on pige ces gens-là au sort, puis ensuite on leur pose la question, qu'est-ce qui doit être fait. C'est peut-être plus intéressant ça que d'avoir, excusez-moi, mais les pédants à l'Assemblée nationale qui penchent sur les pauvres dans la société.
T'sais. Autrement dit, là, ils sont là, on peut les piger au sort et les faire participer. Il y a donc un ensemble inimaginable, puis là, je fais juste énoncer ce qui m'est venu dans la tête ce matin quand j'y pensais, là, pour être honnête avec vous, hein, de possibilités avec cet outil-là en insérant un critère. Bien sûr, quand on met en place un critère, hein, ce n'est plus représentatif de l'ensemble de la société, mais c'est représentatif du corps qui est isolé, hein, du bassin de personnes qui font partie de cette instance-là. Donc, dans ce cas-ci, hein, sur la base du raisonnement que la nature a des intérêts, hein, et qu'il y a certaines personnes qui ont déjà une compétence plus grande ou une formation ou une approche sur la question qui les met dans une position de mieux saisir ces intérêts-là, il ne serait pas impossible, hein, théoriquement, de se dire on va créer un gros bassin puis on va sélectionner des gens comme ça. Le problème, c'est que l'absence de représentativité du reste de la société fait en sorte que la légitimité politique d'une assemblée comme ça est toujours différente. Hein. Ceci pour dire que on peut quand même se poser la question, je me la suis posée auparavant, je ne vous le cacherai pas, si j'arrive à la conclusion que c'est mieux d'avoir des citoyens, c'est parce que j'ai raisonné d'une certaine manière, mais il y a un autre raisonnement qui peut nous amener ailleurs, théoriquement. Hein. Et même s'il ne nous amène pas à vouloir changer le mode de sélection qu'on utiliserait pour l'Assemblée de la nature, hein, il nous donne justement l'idée qu'on pourrait peut-être constituer un conseil ou une autre instance similaire qui, là, fasse office de conseiller expert un petit peu, mais sans être pigé dans la... sans être sélectionné de manière... comment dire, sans être nommé, hein, par une autre instance. Donc, on le sélectionne à l'intérieur d'un corps, puis comme ça, on va chercher un peu une compétence qui existe de manière diffuse dans ce corps-là, dans ce bassin de personnes-là. Donc, ceci pour dire que, hein, si on était pour mettre en place un système comme celui-là, donc je reviens là à une assemblée de la société citoyen tirée au sort qui prend l'initiative des lois, hein, et qui a plus le gros mot à dire, et puis ensuite une autre assemblée de la nature qui peut prendre l'initiative des lois, mais qui a plutôt comme fonction d'exercer un contrôle sur l'autre, puis de s'assurer que la production législative des deux assemblées, hein, respecte effectivement les intérêts de la nature. Puis là, on est hors du droit de la nature, on est dans les intérêts de la nature. C'est ça la différence de la genre de question qu'on est en train de se poser ici. Hein. Si on mettait ça en place, hein, pratiquement la seule manière de faire ça, c'est d'avoir deux assemblées citoyennes. Hein. Et puis donc là, on est hors du système électoral pour le législatif. Et si on a deux assemblées citoyennes, on est quasiment obligé, hein, dans ma conception des choses, d'avoir une présidence au Québec, d'avoir un président ou une présidente qui soit élu, hein, directement par la population. Puis là, ça c'est un deuxième élément parce que si on ne fait pas ça, essentiellement, il faudrait avoir, une assemblée citoyenne, une assemblée nationale élue, plus une assemblée de la nature. Ça commence à faire pesant pour les institutions nationales. Remarquez que c'est pas inconcevable, mais il y a une certaine élégance en se disant on a la nature d'un côté, la société de l'autre, puis on réserve l'élection à la personne qui va diriger l'exécutif québécois, hein, et qui va donc, d'une certaine manière, prendre les commandes de ce grand édifice-là. Hein. Et là, ce qu'on insère comme différence dans le système-là, on l'a évoqué ailleurs, mais il s'agit néanmoins de le répéter ici, c'est que la présidence québécoise, à ce moment-là, hein, l'exécutif québécois aurait bien aussi, évidemment, l'initiative des lois. Hein. Et donc, au lieu d'être dans le système, finalement, on ne serait pas très loin du système qui est existant. Hein. Je veux dire que le gouvernement, c'est lui qui fait des projets de loi. Là. Puis donc, on serait dans une logique comme ça. Hein. Le président aurait le gros mot à dire, ou la présidente, hein, sur
comment on fait les lois, hein? Pas comment on fait les lois, mais quelles lois on propose. Hein? Il pourrait y avoir des lois qui émanent de l'Assemblée de la société, puis d'autres qui émanent de l'Assemblée de la nature. Mais ce qui est clair, c'est que ces deux assemblées-là s'assuraient d'une part, hein, que les lois proposées par l'exécutif sont dans l'intérêt de la société et d'autre part qui sont dans l'intérêt de la nature. Et je pense que cette séparation-là serait quand même hyper moderne, mais appropriée. Hein? Puis là, il y a lieu d'avoir deux assemblées d'une certaine manière. Ce que je suis en train de faire comme commentaire ici, c'est essentiellement de dire la représentation démographique dans une chambre puis des régions dans l'autre, comme il existe présentement dans certains parlements, pas sûr que c'est si nécessaire que ça. Il y a déjà une représentation territoriale à l'intérieur de l'Assemblée, la première Assemblée. Fait que c'est un peu, ça me semble pas nécessairement la plus grande intelligence de proposer des choses comme ça. Mais là, ici, hein, clairement, l'Assemblée de la nature a un mandat très, très spécifique puis très particulier qui requiert quasiment d'être une institution séparée. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'autre ne prendra pas en compte que l'Assemblée de la société va penser seulement de manière égoïste pour les petits êtres humains, là, mais évidemment non, on serait déjà dans une société où ce ne serait pas le cas, mais d'avoir une instance c'est ça son mandat, hein, changerait, je pense, éminemment la donne à l'intérieur du système québécois. Bien sûr, le grand problème de ça, hein, existentiel d'une certaine manière, c'est que la nature ne peut pas directement représenter ses intérêts. Puis donc, là, il faut toute la difficulté dans le mécanisme qu'on utilise pour s'assurer d'une représentation de la nature. Ici, je vous propose le tirage au sort des citoyens. Hein? Je vous ai mentionné qu'il y a une autre alternative, tirage au sort de personnes qui ont une formation, une spécialité déjà dans le domaine, qui ont déjà une connaissance dans le domaine. Hein? Il y a peut-être d'autres moyens, mais dans ce qui est démocratique, dans ce que je connais, je vois difficilement comment on pourrait faire autre chose. Peut-être que c'est une porte fort intéressante qui est ouverte là, par le tirage au sort puis qui mériterait très fortement d'être explorée. Pour l'instant, écoutez, je ne vous cache pas que je le trouve fascinant, ce modèle-là. Je le trouve le fun. T'sais. Puis, oui, mon autre modèle, j'y tiens aussi, mais il est clair que là, on va plus loin. Finalement, on chamboule tout. Là, dans un système institutionnel comme celle-là, il n'y a plus d'élus au législatif. On est dans un système présidentiel, puis il y a une chambre qui représente la nature. C'est quand même 3 gros changements d'un coup. Je ne sais pas si l'autre modèle que je vous ai proposé ne serait pas un modèle intermédiaire pour arriver là. Hein? Je ne l'ai pas bâti comme ça, puis cette deuxième idée-là, je l'ai eue après, bien après. Hein? Et donc, je ne sais pas quoi vous dire entre les deux, là, tu sais. J'ai un pied dans un modèle, puis un pied dans l'autre. Ce qui est certain, c'est que éventuellement, je pense que quand on va faire usage du sort, puis qu'on va se poser ces questions-là, tu sais, que ce type de questions-là pourra se poser. Hein. Puis ne serait-ce que dire ça, c'est peut-être le fun. Hein. Ça fait réaliser aux gens que là, on n'est plus dans la même société bloquée. Là, puis si on met en place une assemblée constitutionnelle, hein, cette question-là, on peut la mettre à l'ordre du jour et se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on veut comme modèle institutionnel ou est-ce qu'on veut du moins commencer à tendre à aller vers ça? Okay? Bon, il y a un petit croquis que j'ai fait pour démontrer la chose qui est basique. Puis ça, c'est pas... Tu sais, il y a la présidence, hein, l'Assemblée de la société, l'Assemblée de la nature, puis l'Assemblée de la nature exerce un contrôle sur l'Assemblée de la société, essentiellement. Pas exclusivement, mais essentiellement. C'est ce qu'il y a dans le seul croquis que je vous présente dans l'ensemble de mes présentations. Je peux en faire sur des fichiers, pas Excel, mais PowerPoint, là. Mais ici, je suis plus dans l'ordre de la parole. Hein. Il y a une certaine, comme je le disais, bon là c'est un croquis, vous m'excuserez la qualité artistique de la chose, mais il y a une certaine élégance dans la simplicité de ce modèle-là. On présente ce modèle-là à n'importe qui, c'est pas mal simple à comprendre. Le système politique est plus trop compliqué. T'sais.
Il y a une assemblée qui représente une chose, une assemblée qui représente l'autre. On élit la présidence du Québec, puis ça finit là. C'est simple à mourir, là. Et puis, oui, il y a une assemblée constitutionnelle, oui, il y aurait une cour citoyenne là, qui s'ajouterait un peu à ça, mais tu sais, dans les institutions qui gèrent, puis qui mènent, puis qui mènent la bête gouvernementale, là, qui monte sur l'animal, puis qui la font avancer, c'est plutôt simple. Hein. Et là-dedans, il y a une certaine élégance qui, je ne vous le cacherai pas, est plaisante. Hein. Me plaît personnellement. Et la raison pour laquelle je voulais consulter mon papier, c'est pour... bon, il y a peut-être un petit commentaire. Je vous ai parlé de la sélection aléatoire avec des critères. Hein. Cette notion-là, dans la littérature, existe peu. Hein. Donc, c'est pas inintéressant pour les personnes qui veulent réfléchir plus à la question, de s'en approprier puis d'imaginer quels critères on pourrait mettre, hein, puis quel type d'institution pourrait en découler. Hein. Par exemple, à l'université, sélectionnez-moi une bande d'étudiants au sort. Hein, puis là, donnez-leur un rôle hein, dans la sélection des recteurs, par exemple. Ou une bande d'autres personnes au sort avec différents critères. Bon, il y a une autre mention comme ça que j'ai faite auparavant, hein, l'idée de sélection aléatoire de masse que j'ai mentionné dans une autre présentation. C'est aussi une idée à ma connaissance hein, qui n'a pas été réellement, on pourrait dire, exploitée ou nommée comme ça. Quand on parle de sélection aléatoire dans le milieu de la démocratie délibérative, on pense encore à des assemblées de 50, 100, 200, 300, 400 personnes au max. D'avoir une sélection aléatoire de masse puis d'explorer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs. Ce que je suis en train de dire là, c'est que ce serait intéressant là, de pousser un peu ça pour les personnes qui s'intéressent au sujet. Hein. Et finalement, il y a un autre thème aussi que j'ai mentionné ailleurs, qui est celui... là, je suis en train de parler essentiellement pour les chercheurs, pour les personnes qui voudraient peut-être s'aventurer dans ce domaine-là. Hein. Quel champ pourrait être intéressant, hein, ou qui sont nouveaux. Hein. Il y en a plusieurs qui sont intéressants, mais ceux-là sont nouveaux. Il y a aussi un autre thème que j'ai mentionné ailleurs, qui est l'idée hein, qu'en mettant en place une assemblée constitutionnelle, ce qu'on fait essentiellement, c'est un exercice de démocratie participative de masse. Encore une fois, cette notion-là par rapport à la démocratie participative locale, peut-être régionale, hein, ou municipale essentiellement, diffère, puis ouvre une certaine porte, là, nous amène dans un autre niveau, un autre type de réflexion. Hein. Puis donc, pour les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, peut-être saisir ces questions-là et les approfondir ou explorer des alternatives à l'intérieur de ces catégories-là ne serait pas inintéressant. Ceci pour dire que là, ici, il y a une petite question qui... je pensais la traiter séparément. Je pense que je vais le faire directement ici. Hein. Si on met en place une institution qui s'appelle l'Assemblée de la société, une autre l'Assemblée de la nature, hein, et que c'est ça notre Parlement, notre législatif, on peut appeler ça un congrès si on veut reprendre le terme américain, ou même trouver un autre terme qui est plus approprié. Hein, c'est ça notre législatif, au moins du point de vue fonctionnel. Hein, et qu'on élit donc une présidence de manière directe. Hein? Là, il y a quand même une mention importante à faire au Québec qui est que on n'est pas à l'époque des États-Unis, on n'est même pas à l'époque de la France, et donc on peut se permettre de bien élire un président ou une présidente au Québec. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut choisir un mode de scrutin qui est efficace. Et que ce qu'on voit ailleurs, aux États-Unis, parlons-en même pas, c'est de la chenoute. Hein? C'est même pas direct, là, c'est par des grands électeurs. J'en ai discuté précédemment, puis ça donne des résultats absolument niaiseux. Là. En France, hein, on a le 2 tours, et on peut peut-être être, certaines personnes pourraient peut-être être tentées de s'inspirer de ça, mais c'est un mauvais système aussi. Hein. Pour la raison suivante, c'est qu'il est possible de n'avoir qu'un seul tour des élections et d'avoir un résultat encore plus fin, hein, encore plus ancré dans la volonté de la population avec un seul tour. Et ce mécanisme-là, ça s'appelle un mode de scrutin préférentiel. Et donc, si on met en place un législatif purement citoyen et qu'on a une élection de la présidence, c'est nécessaire de se poser la question comment on va l'élire.
Et donc, le mode de scrutin préférentiel est absolument à préférer, sans faire de jeu de mots. Les autres modes de scrutin n'ont sincèrement aucun avantage par rapport à celui-là. De 2 tours ou même 3, 4, 5 tours, ça n'aurait aucun avantage. Ce mode de scrutin-là, on appelle ça un mode de scrutin à tours multiples, mais où il y a juste, où les citoyens sont amenés à voter seulement une fois. Hein. Et comment ça fonctionne pour le citoyen? C'est que le citoyen va recevoir un bulletin de vote avec, disons, 5 candidats, ou 10, ou 3, ou 20, on ne sait pas. Hein? Et sur ce bulletin de vote-là, il va ordonner ses préférences en disant « Mon premier choix, c'est 1. Mon deuxième choix, c'est le 2. Mon troisième choix, c'est le 3. Mon quatrième choix, c'est le 4. Hein? Donc, il va avoir le temps de prépenser ça, bien sûr. Hein? Ça va être, on va informer les citoyens de comment le système fonctionne. Et puis, après l'avoir utilisé une fois, ça va être plutôt simple. Et l'avantage de faire ça, hein, c'est qu'après un seul tour, on peut dégager une préférence de la population et que ça soit, on n'ait pas besoin d'aller aux urnes 2 fois. Hein, et que aussi, hein, si un 3e tour, un 4e tour serait légitime, là, c'est intégré à ce système-là. La seule question qui doit se poser à l'intérieur de cette grande question-là, la grande famille des modes de scrutin préférentiels, c'est quel mécanisme on utilise pour en arriver à la préférence. Hein. Il y a 2 recommandations que je peux vous faire maintenant, hein, qui seraient à traiter plus tard. Il y en a une qui est un peu plus compliquée, mais probablement plus juste. Hein. Il y en a une autre qui est plus simple, mais un petit peu moins juste. Hein. Personnellement, j'aurais tendance à préférer la première, ou du moins qu'on explore sérieusement cette option-là. Hein. Donc, la version plus juste. Hein. Cette version-là, ça s'appelle le mode de scrutin Condorcet. Hein? C'est un mode de scrutin qui est très rarement utilisé dans nos systèmes politiques, mais qui est utilisé dans certaines organisations. Et c'est une forme de préférentiel. Dans cette forme-là, hein, sur la base de l'ensemble des préférences, on va imaginer un ensemble de duels entre tous les candidats. Supposons qu'il y en a 3, pour simplifier. Là, hein? Il y aura un duel entre 1 et 2, entre 1 et 3, et puis entre 2 et 3. Hein? Et la personne qui gagne tous ces duels gagne l'élection, essentiellement. Hein? Le problème, c'est qu'il peut y avoir, je ne pense pas que ça se poserait dans le cas d'une élection présidentielle de manière très fréquente, là, il peut y avoir une situation où il y a un genre de paradoxe à l'intérieur de ce mode de scrutin-là, où les gens préféraient 1 sur 2, 2 sur 3 et 3 sur 1. Hein? Et si ça se passait, hein, il y a un paradoxe comme ça, il faut un autre mécanisme pour le vider, pour sélectionner. Hein? Puis c'est pas nécessairement très compliqué, là, adopter un mécanisme comme ça, en fait c'est faisable, hein, mais il faut un autre mécanisme pour le vider. Mais le grand avantage, hein, de ce système-là, c'est que on s'assure essentiellement que la personne qui est là a l'appui de la majorité de la population. Le deuxième mode de scrutin, hein, c'est aussi une préférentielle, mais là, le mécanisme qu'on utilise, c'est que dans tous les candidats à la présidentielle, hein, on va prendre la personne qui a le moins de premiers choix, puis on va l'éliminer. Et là, on va distribuer ses second et troisième choix aux autres candidats, et on va continuer cette démarche-là, hein, jusqu'à temps de dégager une personne qui a 50% des voix. Et ça, c'est à peu près l'équivalent de si on avait plusieurs tours de l'élection de manière simultanée. Hein? Et donc, c'est éminemment, peu importe lequel des deux systèmes, est éminemment mieux que le système à la française, hein? Et est d'un autre calibre complètement par rapport aux absurdités qu'il y a aux États-Unis, hein? Et nous empêche là de devoir retourner aux urnes, et puis on s'assure aussi que c'est assez simple pour le citoyen, puis qu'il comprend bien la logique du système en sachant que si son premier vote porte pas, que son second vote, lui, va avoir une importance. Hein? Avec son troisième, quatrième, cinquième, selon les cas, là, selon s'il y a plusieurs candidats à la présidentielle ou non. Hein? Il me semblerait inconcevable, hein, dans un État intelligent, et j'ose espérer que le Québec va l'être à ce moment-là, qu'on mette en place un autre mode de scrutin qu'une préférentielle pour une éventuelle présidentielle au Québec, si jamais
on se dirige vers ça. Bon, ça c'est une question un peu technique, hein? On renvoie ça à l'Assemblée constitutionnelle, mais je le mentionne ici parce que c'est quand même une question, peut-être après avoir dit présidentielle, c'est peut-être la plus grande question qui se pose. Après avoir parlé aussi des pouvoirs de la présidence par rapport au législatif, là, définir ses pouvoirs, mais comment on sélectionne cette personne-là est d'une grande importance. Et par ailleurs, hein, la préférentielle, on le verra plus tard, là, dans la section 8, on peut l'utiliser aussi à d'autres sauces pour d'autres moments. Hein, et je vais vous présenter un mode de scrutin à ce moment-là qui innove sur les modes de scrutin proportionnels en Europe et qui nous permettrait donc de dépasser un peu le stade politique, le stade des systèmes politiques à l'européenne, hein, puis d'avoir une proportionnelle et une préférentielle en même temps qui corrigerait certains des problèmes qui se posent là-bas. Hein. On verra ça dans la section 8 sur mode de scrutin proportionnel et préférentiel. Mais tout ça pour dire ici, hein, si on se dote d'un législatif purement citoyen, hein, et qu'on veuille préserver un élément électoral et qu'on doive d'une certaine manière, hein, par la mise en place d'une présidence au Québec, il va falloir procéder de cette manière-là. Pour moi, il n'y a pas d'autres options. Je suis un intégriste sur cette question-là. Les autres options sont toutes mauvaises par rapport à celle-là et pour une personne qui s'y penche moindrement, c'est absolument évident. Hein? Et ce sera la tâche de l'Assemblée constitutionnelle de s'assurer que ce que je viens de vous dire est vrai, mais je suis persuadé qu'ils vont arriver à cette conclusion-là aussi. Ceci pour dire que, hein, je me permets là, d'être un peu prétentieux, mais c'est une question de logique ici. Là, hein? Ces autres systèmes électoraux-là sont désuets, en fait. Et donc, hein, tout ça pour dire que cette idée-là est un peu fascinante, je pense. Hein? Ça peut peut-être faire rêver certaines personnes. J'ai mentionné qu'il y a un intérêt pédagogique déjà. Hein? Vous pouvez faire le test à l'école si vous êtes professeur ou si vous avez une maîtresse d'école ou vous êtes enseignant à l'école. Hein? Essayez faire ça avec vos étudiants puis voir comment ça va être le fun pour eux d'embarquer dans ce jeu-là. Mais au-delà de l'aspect jeu et de l'aspect pédagogique de la chose, si notre État décide de s'orienter vers une société qui est de manière authentiquement verte, hein, qui veut être en harmonie avec la nature, puis rompre un peu avec le schème qu'on a développé depuis une centaine d'années, hein, il va falloir à un moment donné qu'on pense à certaines choses comme ça peut-être. Hein. Il y a d'autres mécanismes. Là. On pourrait mettre un ensemble de droits de la nature puis des défenseurs de la nature à l'intérieur de notre système administratif, politique, mais entre ça puis avoir une représentation des intérêts, hein, malgré la difficulté de faire ça avec les outils qu'on a, hein, il y a quand même un pas de géant, hein, entre représenter les intérêts de la nature puis simplement donner des droits à l'environnement puis essayer de s'assurer qu'on ne les viole pas trop. Il y a un pas de géant et il me semble plutôt évident que la représentation des intérêts a un intérêt grandiose, en ce sens qu'on va plus loin puis qu'on s'assure d'être cohérent dans ce qu'on fait à ce moment-là. Bon, il ne faut pas oublier quand même, là, hein, parce qu'il faut être réaliste, là, pour une fois, notre société est très loin de ça. En revanche, pour illustrer l'intérêt du tirage au sort, c'est pas une mauvaise manière de le faire. C'est simple, c'est élégant, ça fait rêver, puis ça dit aux gens, écoutez, on peut se diriger vers quelque chose comme ça, mettons en place une assemblée constitutionnelle, puis on en jasera à ce moment-là. Et si ça peut se limiter à cet intérêt-là pour certaines personnes, je pense que l'objectif de lancer cette idée-là va être atteint. Ceci pour dire que watchez-vous, parce que je pense que cette idée-là est peut-être bonne. Puis peut-être qu'en la lançant, les gens vont vouloir s'en saisir et se dire « Wow, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. » Là, on est vraiment hors du système politique tel qu'il existe présentement. Puis la drôle de critique que tout ça, ça nous permet de faire, hein, c'est un retour sur l'idée un peu archaïque
d'une certaine manière, on peut se le dire au 21e siècle, d'un système politique où on ne fait que représenter l'intérêt, j'ose dire, égoïste des êtres humains. Et qui est basé absolument là-dessus, puis que c'est, les politiciens, ils essaient de nous vendre, qui nous aiment, qui nous adorent, puis qui vont faire des affaires pour nous autres, mais que c'est dur de se mettre à l'intérieur de ce système-là, puis de dire, c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est plutôt le contraire. Puis une raison pour laquelle c'est dur, notamment dans le régime électoral, c'est parce que justement la machine tourne dans un sens, et qu'il faut la faire tourner dans l'autre sens. Et donc, si vous êtes dans ces sphères-là au Québec, si vous avez cette question-là à cœur, pensez-y bien. Est-ce que ça vaut la peine de perdre votre temps avec le système qui est existant, ou est-ce qu'on ne doit pas éminemment mettre en place, encore une fois, une assemblée constitutionnelle pour jaser de ces grandes questions-là au Québec? Et si je peux me permettre, si j'avais eu le petit rôle de vous faire réaliser comment votre système lui-même, les quatre roues là, qui filent avec la voiture qui file dans le mur, là, il y a 2 ou 3 ou 4 de ces roues-là que c'est le système politique. C'est ça qui fait avancer la machine. Puis là, dans une réflexion comme celle que je viens de vous présenter, on est dans une autre situation complètement. Bon, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller flatter les chats en bas, penser à tout ça. Et puis, pensez-y aussi. Puis, il ne faut pas non plus se cacher là, que c'est un peu une ébauche. J'ai quand même eu le temps de réfléchir à cette question-là un peu. Je ne suis pas en train de vous présenter en train de vous présenter un brouillon exactement, mais il y a lieu là, d'approfondir cette réflexion-là sous divers angles. Et je vous invite donc à tenter de le faire. Ceci dit, à moins d'insérer un autre complément à cette présentation-ci ou à un autre élément de la série 7, dans la section 8, on va commencer à discuter d'autres éléments qu'on peut mettre en place dans notre société qui constitueraient des changements majeurs aussi d'un point de vue sociétal et d'un point de vue constitutionnel qui ont un lien avec la Constitution. Et on va voir là d'autres manières qu'on peut rêver un Québec qui est différent.